Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du grand débat du web. Vous êtes au bon endroit, au bon moment pour entendre parler des grands sujets qui font l'actualité connectée, l'actualité du web et donc un peu l'actualité du monde, puisque vous avez certainement noté qu'il y a peut-être des relations entre ce qui se passe sur le web et ce qui se passe dans le monde en ce moment, surtout au niveau économique. On en parle avec 4 grandes voix, comme chaque semaine, pour débattre de 2 thèmes et en fin d'émission, le plus un ou le moins un de chacun d'entre eux, c'est-à-dire le coup de gueule ou le coup de cœur. On a 2 sujets à vous proposer aujourd'hui. On parlera de Le Point Taxi. C'est quoi Le Point Taxi? C'est une plateforme qui a été lancée par l'État pour donner un petit coup de main concurrentiel, on va le dire comme ça, aux taxis traditionnels face aux VTC, face aux Uber et consorts. On verra ce qu'en pensent nos invités. Et puis, on parlera d'un autre sujet qui est un vrai sujet pour le coup web et de société. Faut-il mettre en place un revenu de base, un revenu minimum, un revenu universel? Bref, il a tous les noms, mais c'est à peu près la même chose. Faut-il démarrer la réflexion concrète là-dessus, alors que beaucoup de pays l'ont déjà plus qu'entamé? On en parlera en deuxième partie d'émission. Les invités, le retour de Clotilde Provost. Salut Clotilde. Bonjour. Merci de revenir sur ce plateau, c'est sympa. Toujours fondatrice de la méthode, Toujours. qui accompagne des entrepreneurs, on ne dit pas entrepreneuses. Moi, j'aime bien entrepreneuse aussi. Vous aimez bien aussi, il y a un vrai débat là, on se fait engueuler de temps en temps quand on dit entrepreneur, parce qu'on nous dit non, entrepreneuse, c'est bien. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. La méthode, en tout cas, fait ça. À côté de vous, Jérémy Benmoussa, qui... Salut Jérémy. Bonjour. Un joli t-shirt, c'est pas le petit C'est prince. Messi qui a choisi comment je m'habille. Oh, j'adore le petit Jedi. C'est sympa. Jérémy qui vient de changer de carte de visite, en fait, d'une certaine façon. Un peu ça, je reviens à mes premiers amours, je redeviens entrepreneur et on lance un premier petit projet depuis hier qui s'appelle Schedule.io, qui est une plateforme SaaS pour Slack. Qui se plug sur Slack. Exactement. Slack, c'est ce qui sert à tout le monde dans le cadre du boulot pour la communication interne aujourd'hui. Hein, vraiment. Exactement. Et vous faites une brique à l'intérieur de Exactement. ça. Merci d'être de retour, Jérémy. En face de vous, des habitués également. Damien Douany, fondateur de l'agence Fada. Salut Damien. Bonjour Bertrand. Jolie chemise, comme d'habitude. Très smart. Toujours très smart. Mais lié quand même, parce que c'est le même sujet. C'est pas des hamburgers, c'est des petits Stormtroopers. Donc on a une thématique Star Wars. Voilà. C'est bien. Dommage et sympa. Vous êtes créateur également de Wiscope. Oui, cofondateur avec 3 autres personnes de Wiscope, la première chaîne francophone sur Periscope. Parce qu'on fait des chaînes sur Periscope. On fait des chaînes de télé sur Periscope. Oui, tout à fait, monsieur. Complètement. Enfin, on essaye dans tous les cas de figure. C'est un vrai phénomène. Sans casser le téléphone. Voilà, sans casser le téléphone. Exactement. Et à côté de vous, Laurent Dupin. Salut Laurent. Cofondateur de l'agence digitale Le Web Lab. Le Web Lab qui fait quoi? Qui conseille les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations sur comment faire bien du web, du contenu web, et puis gérer un peu leurs réseaux sociaux, ce qu'on fait tous. Messieurs, dames, les barbus et madame, prenez dans de la graine, osez la couleur, c'est ce qu'a fait Laurent aujourd'hui. C'est à peu près le seul sur ce plateau. En dessous, mais Ça s'appelle Le Point Taxi. Le Point Taxi, c'est l'État qui finance un secteur privé contre un autre. C'est à peu près la définition qu'on pourrait donner. Il a mis donc récemment, gracieusement, et depuis Montpellier où c'est en test, à disposition de tous les taxis, une plateforme qui permet la maraude électronique. C'est quoi la maraude électronique? Tiens, qui va me donner la définition de ça, maraude électronique? Qui se lance là-dedans? La maraude électronique, c'est le fait de tourner dans les villes, et de pouvoir être ailé à n'importe quel instant par quelqu'un qui a besoin de prendre un véhicule. Donc les taxis, c'est le cas. Sur Uber, bien sûr, on met l'application sur Uber ou qu'on sort, on sait exactement qu'il y a des voitures à proximité. Ça n'était pas le cas directement pour la plupart des taxis traditionnels. Aujourd'hui, après avoir voulu en fait empêcher les autres d'avoir accès à cette maraude électronique, ils acceptent l'idée que tout le monde peut y avoir le droit. Mais elle n'est toujours pas autorisée pour les VTC d'ailleurs. Oh si, ça y est, le Conseil d'État s'est prononcé, ça y est, cette fois-ci, ça passe plutôt bien. Là, il n'y aura plus de concurrence là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'État vient de financer une solution qui va permettre à ces taxis de s'abonner à ça d'une certaine façon et d'avoir ce service-là en plus. Qu'est-ce que vous en pensez de vous de ça? C'est à moi là? Ouais. Non, parce que je sentais quelque chose. Qu'est-ce que j'en pense? Utilisateur des VTC depuis l'arrivée des Uber, chauffeurs privés, etc. Moi, j'aime bien les taxis. Ils sont sympathiques, mais bon, ils ont raté le passage au siècle. C'est peut-être pas leur faute, dit en passant, des artisans, mais je trouve... dire que G7, qui en dirige pas mal, n'a pas été énorme là-dessus. Voilà, c'est plutôt ça. Plus penser à faire de l'argent qu'à faire des services. Exactement. Mais le G7, à côté de ça, fait du VTC aussi, mais ça, on ne le dit pas non plus. Le truc qui est intéressant, dans le fond du fond, c'est de se dire qu'ils veulent mettre en place le taxi, finalement, c'est quelque chose qui peut être interconnectable sur des plateformes. Donc, autrement dit, c'est comme quand Apple dit je vais mettre à disposition de ceux qui font des applications de sport mon API pour faire en sorte qu'on puisse utiliser aussi tout ce que je fais dans mes téléphones ou dans mes montres. Pourquoi pas?
Donc dans l'idée de base, elle n'est pas idiote, de dire on fait un système interconnectable sur plusieurs applications, celles que vous voulez de taxi, pour savoir où sont les Il taxis. y aura 4 applications compatibles d'entrée de Ouais, jeu. donc Voilà. l'idée de base n'est pas bête. Maintenant que ce soit financé par mes impôts, ça c'est une autre histoire. Donc, 250 000 €, ça c'est le coût de départ. Et puis après, parce que quand on a affaire à des agences qui fabriquent pour l'État, en général, ils trouvent toujours des frais dont on ne sait pas d'où ils sortent. 500 000 € d'entretien de ce truc-là par an. Ça, c'est nous qui allons le payer concrètement. Ça vous plaît, ça, je le sens, Jérémy, ça. Non, mais moi, fondamentalement, je ne comprends pas que l'État se mêle d'affaires privées. Moi, je suis entrepreneur, ça ne me plairait pas que l'État vienne se mêler de mes affaires. Ils me prennent déjà des impôts, je trouve que c'est déjà pas mal. On leur paye beaucoup de choses. Que l'État vienne se mêler d'affaires privées, je ne comprends pas. Par contre, dans le cadre des taxis contre les VTC, parce que le fond du problème, c'est ça, c'est quand même l'État. L'État, ce n'est pas Hollande depuis 4 ans, hein, c'est depuis 30 ans en France, qui a laissé pourrir une situation qui fait qu'ils ont des licences dont le prix a explosé depuis 25 ans. Et donc, ils se retrouvent avec une situation où ils ne peuvent pas régler le problème eux-mêmes. Racheter toutes les licences, comme on a entendu parler à un moment, c'est juste pas possible. Changer la loi, c'est très compliqué. Parce que la concurrence d'un secteur privé, ça les regarde très moyennement en réalité. Donc, ils sont en train d'essayer de rajouter une petite brique pour essayer de boucher un trou. Se mettre à jour, tout simplement, techniquement. Oui, mais en fait, ça, c'est plutôt bien qu'ils se mettent à jour techniquement. Mais le problème, c'est pas qu'ils se mettent à jour techniquement. Le problème, c'est que c'est porté par l'État. Et je comprends pas pourquoi c'est l'État qui porte ce truc C'est et la vraie pourquoi question. c'est nous qui payons, comme disait Damien. Et sur le fond du truc, je pense qu'ils ont les taxis ont besoin d'évoluer globalement en termes de services, pas forcément pour aller vers ce que fait Uber, ce que fait chauffeur privé, mais ils ont juste besoin de s'adapter au siècle dans lequel on vit. Et aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait le cas. Quand on voit qu'il y a tout un tas de villes qui, il y a un an encore, proposaient pas de paiement par carte bleue dans les taxis, on est dans un autre monde. Il faut regarder ce qui se passe chez taxi, certains mais de nos chacun voisins. sait que ça marche pas. C'est toujours en panne. Oui, non, mais faut le minimum n'est pas atteint, etc. Voilà, faut c'est facile. regarder ce qui se passe un peu chez nos voisins, et notamment en Angleterre, Ouais. où les taxis ont la télé intégrée, des services, des partenariats avec des boîtes privées qui Ils font sont juste que aussi 14 c'est fois plus intéressant. nombreux dans la ville de Londres qu'à Paris. Donc Oui, il y a mais ça. c'est aussi J'ai dit un problème. 14, c'est Le un problème chiffre au des hasard. licences fait aussi qu'il y a un nombre limité de taxis dans nos villes. Mais la vraie question, c'est est-ce que l'État doit ou pas intervenir dans un secteur concurrentiel privé et donner un avantage concurrentiel, ou en tout cas rattraper un retard concurrentiel aux frais du contribuable pour des gens qui sont des opérateurs privés. Moi, je dis, là, on n'est pas dans le fait d'être privé ou pas, c'est un soin palliatif. C'est-à-dire que l'État dit, oulala, les gars, ils en ont plus pour longtemps, on va calmer le jeu, ils vont arrêter de gueuler. Hop, on vous donne une petite truc pour faire. Ah, vous Une le voyez petite comme pastille. ça, Ah, mais vous oui, c'est un soin. La messe est dite, ils sont On morts. parle du même État qui a essayé d'empêcher les VTC d'avoir la maraude électronique, justement, il y a peu Oui, de mais temps, là, ils quand donnent même, un non petit peu. Et là, ils se disent, bon, on va leur donner, on leur fait un petit branchement, on va les calmer. Et on va attendre que ça se passe. Et ils sont morts. Et personne n'ira pleurer sur les taxis qui se sont suicidés eux-mêmes. Et puis ça calme Voilà. le jeu Donc, pendant un Donc, an avant ce que vous l'élection êtes en train de me dire, présidentielle, c'est hein. qu'en fait, ce que fait Uber qui achète 100 000 voitures allemandes automatiques sans chauffeur, en fait, ça va de toute façon laminer à la fois les conducteurs de VTC et les taxis traditionnels. De toute façon, pour vous, c'est mort parce que de toute façon, la voiture avec chauffeur est morte ou Ah pas non, alors je ne dis pas que la voiture de chauffeur est morte, ça c'est pas sûr. C'est la voiture avec service, enfin, c'est le service, tout le monde cherche un service. Et on achète de la fluidité, du confort et un moment agréable. On n'achète plus, je me déplace à un moment, à un point B, on achète une expérience. Et pourquoi Donc tout les- dépend de l'expérience. Pourquoi les Savoir taxis où seraient vivre. morts dans ce cas-là, puisqu'ils peuvent Mais moi, je peux vous améliorer leur écrire un service livre sur mon expérience maltraitante. Je vais écrire un livre sur la maltraitance, comment on fait subir les taxis. Mais alors là, je serai la première avec le drapeau. Parce que alors là, j'irai cracher sur leur tombe. Je peux vous raconter un truc Ça y est, elle est partie. incroyable. Non mais, mais je comprends. tu peux le raconter. Voilà, J'ai- tout le monde j'ai a un aussi une truc mauvaise dingo expérience, qui lui est On a arrivé. tous Quoi. une mauvaise expérience. Et des fois, on a au milieu des gens qui font bien leur travail, qui essayent d'évoluer. Absolument. Dans le lot, il y en a. Mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. On n'est pas là pour faire le procès des taxis Non, dont non, on c'est sait pas qu'il y a ça. des abus. Non, mais, non, mais- mais mais voilà. pour la reconquête, il faudra l'effort. C'est-à-dire qu'il faut champagne à flot et des mecs en slip et des mecs en slip qui conduisent. hein. Des goûts de luxe, Clotilde. Non, Eh c'est ben, ça, en fait. c'est ça, mais c'est pas leur petite application qui va changer la vie. Il faut qu'ils essaient radicalement du service totalement D'accord. différent. De toute Ok. façon, sur le fond, si Ils on sont parle de incapables de le l'État, faire. quelle est Donc la du vision- quelle est la pilou-pilou. vision à long terme, quoi mais quelle est la vision à long terme de l'implication de l'État là-dedans Moi, je serais moins- L'étape d'après, c'est quoi Je serais moins. C'est la vraie prévu. question. Posons-la à Laurent qui n'a pas encore ouvert la bouche, sinon pour dire bonjour tout à l'heure. Est-ce qu'il faut du pilou-pilou dans les taxis? C'est la vraie question qui se pose. du champagne. Je serais un Du peu- champagne. un peu moins radicaux que vous tous, en fait, parce qu'on reproche souvent à l'État de ne pas jouer son rôle de ce pourquoi aussi on paye nos impôts,
son rôle de régulateur, son rôle en gros de super arbitre national. Et dans le rôle de super arbitre national, l'État n'a pas que l'objectif de la transformation numérique de la société, il a aussi l'objectif du maintien de la paix sociale, c'est-à-dire d'éviter que certaines catégories professionnelles ou parties de la population explosent, volent en éclats. Il ne faut pas oublier que le modèle que vendent les VTC et les Uber, et les consorts et le cab, ce n'est pas des modèles qui, dans le statut qu'on propose aux gens aussi pour l'emploi, sont des modèles tout à fait, on va dire, stables, pérennes, vertueux. On entre dans une économie du travail indépendant, parfois même de l'autosuffisance. Il faut faire plusieurs boulots pour arriver à joindre les deux bouts. Pour en avoir approché un à titre d'expérience, pour voir un petit peu comment il se gérait à l'intérieur, le cab, pour ne pas le citer, c'est assez radical. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous prêts dans la société à basculer dans ça. L'État, il a une nécessité de jouer le régulateur. Donc là, pour une fois qu'il fait le régulateur sur un aspect technologique, on va dire, on lui reproche le coût qu'il investit. Mais moi, je notais le budget informatique de l'État. Ça se chiffre en quasiment dizaines de milliards d'euros sur un budget astronomique de 380 milliards d'euros de budget de fonctionnement de l'État. Ramener à ce budget-là, à l'informatique de l'État global, c'est finalement pas grand-chose. Pour une fois, ils ont essayé de faire un rôle de régulateur. Je ne veux pas faire l'avocat du diable. Alors, ils le font peut-être maladroitement, mais ils sont pris par le temps. Ils ont une corporation qui est en train d'exploser en vol et qui a fait une erreur stratégique. Je repensais une conversation que j'ai eue avec le DSI d'entreprise de taxi, pour ne pas les citer, ça commence par une lettre et le deuxième, c'est fini par un chiffre. H5. Et ce DSI, donc, ce DSI, H6, on va dire, m'avouait, mais ce projet, il est dans les tiroirs de pseudo-GIE qu'on avait tous montés il y a des années, mais qu'on a tous bloqués. Comme à un moment, on prend d'autres exemples, vous allez avoir les... Laurent, ça veut dire que le fait de mettre 250 000 € d'argent public, ça ne vous choque pas en tant que tel? En tant que contribuable, bien sûr que ça m'énerve cette dépense. C'est pas grand-chose, on est bien d'accord. C'est d'autant moins pas grand-chose que G7, j'ai cité G7, là, Taxi Bleu, peuvent le payer. Moi, je pense qu'ils essayent de faire leur rôle de régulateur pour une fois sous un aspect technologique et en mettant un peu de calme et en mettant tout le monde à niveau. Vous avez votre plateforme. Jouez-en, faites quelque chose qu'auraient dû faire ces opérateurs. On dit que c'est des opérateurs privés, mais ce n'est pas le seul domaine où l'État, et on pourrait peut-être en parler, intervient en tant que régulateur face à des opérateurs privés, avec plus ou moins de raisons. Je rappellerai ce qui se passe dans le secteur des télécommunications, un projet dont on a parlé il y a quelques temps sur le cloud d'État, le cloud public aussi. Là, on a des clouds souverains, on a des opérateurs... Voilà. Donc on voit qu'il y a des tas d'autres sujets où l'État essaye de jouer son rôle de régulateur avec des opérateurs privés qui sont très contents aussi de ce rôle-là. C'est un petit peu, tantôt on se fait taper dessus, tantôt on est content quand l'État... Pour une fois qu'il y a quelque chose qui avance de manière concrète, je pense, laissons voir ça va venir avant de tout à fait enterrer ce... On va rester sur ce discours de la sagesse de Laurent. Et d'ailleurs, pensons à l'État qui a besoin d'argent peut-être pour le sujet suivant, monsieur Damien Douany, qui est donc Non, on ne peut pas s'exprimer, c'est une censure permanente. Le revenu de base, le revenu inconditionnel, le revenu d'existence, la location universelle, on l'appelle comme on veut. C'est un débat qui a lieu vraiment de façon forte en ce moment. Ce n'est pas un débat qui est tant que ça marqué droite-gauche. Ou alors, il y a certaines personnes qui pourraient penser que c'est peut-être une idée de gauche, de donner de l'argent comme ça. Et c'est plutôt la droite qui défend ce débat-là. Donc il y a des enjeux qui sont assez intéressant. Il y a des personnes qui pensent que c'est le libéralisme qui peut rejoindre le marxisme selon où on met le curseur de l'argent qu'on donnerait à toute personne dès le jour de sa naissance, quels que soient ses revenus, quelle que soit sa situation sociale. Bref, ce revenu qui a déjà été en tout cas évoqué de façon très concrète et qui va être mis à votation en Suisse pour 2300 francs suisses quand même par mois, qui est discuté en Finlande et qui sera mis en place en 2017 aux alentours de 800 €, qui est en discussion en Espagne via Podemos, qui est en discussion au Japon, en Belgique, qui a déjà été mis en place il y a déjà une quarantaine d'années. Au Canada, ça s'appelait le bien-être social, ce n'était pas énorme, mais c'était déjà des petites sommes d'argent pour qui l'a demandé. Bref, cette discussion-là, elle arrive parce que, tout simplement, il y a un trou dans la raquette du boulot. Au moment où on parle de la loi travail, il y a notamment des gens qui sont dans la rue au jour où on fait cette émission et qui réclament d'avoir du boulot et des conditions de travail qui peuvent ressembler à ce qui existait déjà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un problème qui est tout simplement que la destruction crée de la destruction d'emplois et que la destruction créatrice n'est pas nécessairement si créatrice que ça parfois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que réellement on est en train d'aller vers une société où 50% des emplois vont disparaître et ne seront peut-être pas remplacés? Donc, comment partager les richesses? C'est une vraie question, ça, aujourd'hui. Je pense que, très concrètement,
On détruit beaucoup d'emplois, c'est certain. La technologie apporte beaucoup de nouvelles choses, ça détruit beaucoup d'emplois non qualifiés. Je pense qu'elle en crée aussi beaucoup et qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on peut aussi requalifier les gens de façon beaucoup plus facile que ce qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans. L'État ne prend pas totalement son rôle encore au jour d'aujourd'hui. On forme très peu de gens comparé à ce qu'on devrait. Il y a des initiatives qui existent mais qui sont très en marge. Et par contre, pour le revenu minimum, honnêtement, en tant que citoyen, en tant qu'un minimum humaniste, il y a une espèce d'écart énorme qui se creuse depuis des années et qui devient assez alarmant entre les plus riches et les moins riches. Et je ne vois pas comment on pourrait ne pas aller dans ce sens-là. Le revenu minimum n'est peut-être pas la solution, mais en tout cas, essayer de réduire cette espèce d'écart qui devient assez indécent. Jérémy, on pourrait augmenter les salaires. Simplement, là, on est en train de parler d'un monde dans lequel le salaire, la notion même de salariat, de travail salarié, va tout doucement peut-être disparaître d'une grande partie du spectre. Donc, voilà, et puis on l'a même aidé. Le statut d'auto-entrepreneur a beaucoup aidé aussi à casser un peu ce dogme comme quoi il fallait être salarié pour gagner sa vie. Alors, c'est pas aussi rose que ce qu'on nous a dit. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui gagnent pas assez pour en vivre et qui ont quand même un job à côté et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai pas de vraie solution à ça, si ce n'est que je trouve particulièrement intéressant qu'il y ait justement ce genre de piste de réflexion qui est de se dire qu'il faut réduire les écarts et qu'aujourd'hui, même dans un pays qui est capitaliste et dans un monde qui est capitaliste et où on peut faire le procès de la finance si on veut, mais je pense qu'il y a des initiatives aujourd'hui qui font qu'on doit commencer à réfléchir à un autre mode de pensée, un autre mode de travail et un autre mode de répartition des richesses. Alors sans aller jusqu'au communisme, soyons clairs, je suis entrepreneur, je gagne bien ma vie, sûrement mieux que mes salariés, mais je pense qu'à un moment, il faut avoir un peu de jugeote et faire en sorte que tout le monde ait de quoi vivre sereinement et de quoi manger. Ce que vous voyez derrière, alors là, il y a une espèce d'affiche, mais vous avez vu défiler un article qui est un article de Diana Filipova qui a un peu mis du grain à moudre sur ce débat-là, qui a été sorti sur la plateforme WeShare Magazine. WeShare, c'est l'endroit où il y a toutes les plateformes collaboratives, le monde collaboratif, une loi travail pour le 21e siècle, vous le voyez derrière. Et elle évoque l'idée que tout ce qui se passe aujourd'hui sur la loi travail est un peu en décalage, c'est-à-dire que ça arrive beaucoup trop tard, en fait, toutes ces discussions-là, puisque de fait, c'est la notion même du travail, du salariat qui est remise en cause aujourd'hui, et que la question de demain, c'est comment est-ce qu'on va arriver à partager un minimum de ces richesses et faire en sorte que 90% des gens ne restent pas tout simplement au bord de la route sans aucune ressource. Qu'est-ce que vous en pensez, Clotilde ? Alors moi, sur ce sujet-là, j'ai, on va dire, 3 convictions. La première, c'est qu'en termes sur le sujet de l'emploi, salariat, pas salariat, c'est qu'on est aujourd'hui tellement enlisé qu'on ne peut ni avancer ni reculer. Donc quand on est enlisé, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a qu'une extraction radicale qui peut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut vous tirer par le haut, ni droite ni gauche, c'est autre chose. Première chose. Deuxième chose, c'est que j'ai une deuxième conviction, c'est que vraiment on va aller vers la fin du salariat. Donc moi je le vois, moi je viens de l'industrie dans un milieu salarié et qu'on est à la fin du bout de ce qui a été fait en termes de plus personne ne peut se réaliser dans le modèle salariat qui existe. Donc il y a une sorte de perte de repère sur l'entreprise ne propose plus, il ne fait plus vibrer et ne permet plus l'épanouissement personnel. Donc il y a aussi le salariat, le sortir forcé, mais il y a plein de gens qui s'extraient de ce système-là volontairement pour se lancer dans l'entrepreneuriat et dire moi je vais réaliser ma vie. Et donc à partir de là, il y a une troisième conviction, c'est que dans une société où on sera tous entrepreneurs, il va falloir un amortisseur. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai une copine qui me dit « Waouh, j'ai pas facturé depuis 6 mois, je suis dans la merde, quoi. Je fais quoi ?» Donc, quand vous n'avez pas facturé depuis 6 mois, sauf que quand vous êtes salarié, tout pour le salariat, vous sortez, vous avez Pôle emploi. Vous êtes entrepreneur, ça s'est écroulé, vous n'avez pas vu la vague arriver. Vous êtes sans rien. Donc, on va arriver dans un système qui va devenir discriminant avec tout pour le salarié et rien pour les entrepreneurs, couverture sociale, etc. Donc, il va falloir inventer un système pour permettre à tous ceux qui sont le néo-salariat, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'être Donc, vous le voyez comme inclusif. une possibilité d'équilibrage, vous. En tout cas, il ne faut plus se focaliser que tout le salariat, parce que la masse, on va arriver à une masse critique qui va être de l'autre côté. Et si on ne se prépare pas, on va lâcher dans la nature des gens qui n'auront plus de couverture et plus d'amortisseurs. Laurent ? Je rejoins un peu cette idée que vous débattiez de l'extrême. On est face à un extrême et on a une proposition finalement qui relève de l'utopie. Il y a une vision utopique. On peut avoir un revenu... C'est Thomas More, d'ailleurs, qui a le premier sorti l'histoire, c'est lui qui a écrit l'Utopie, le livre L'Utopie, en 1500 des brouettes, qui a sorti le premier l'histoire du revenu universel sur son île idéale, justement. Donc c'est une idée qui a 5 siècles aujourd'hui. Et parce qu'à l'opposé, on a une autre, finalement, vision qui est assez récente. Je suis assez féru de science-fiction, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais sur ce plateau. Dernièrement, il y a une série qui a été diffusée sur Arte assez intéressante, qui s'appelle Trépalium, qui n'a pas fait beaucoup de bruit parce qu'elle est française. Alors la SF et la France, on n'associe pas les deux concepts et c'est un tort. Elle proposait une vision futuriste, une sorte d'Uchronie, et s'il se passait dans 50 ans, 80% de la population au chômage.
comment s'organiserait la société. Et c'est une série, il y a eu un film qui a été un peu plus américain, donc plus connu, qui s'appelle Elysium, qui a aussi proposé une vision. Et les visions que la science-fiction, elle a souvent raison, nous propose, c'est des visions d'élitistes. Qu'est-ce que fait une élite quand elle se retrouve contenue dans ses murs à conserver sa valeur, le travail? Elle se referme sur elle-même, elle s'ultra-protège et elle envoie dans les limbes ce qu'elle ne peut pas gérer en saupoudrant. Je crois qu'on est face à un problème aussi. Alors il y a une utopie, il y a une idéologie derrière. Donnons un revenu de subsistance qui va quand même assurer une certaine forme de paix sociale malgré tout, parce qu'on ne peut plus gérer, là ça devient un problème technique, la masse des chômeurs La vraie dans la question, nation. c'est, je le disais tout à l'heure, la notion du curseur. Si on met le curseur à 500 €, on permet à des gens de survivre. Si on met le curseur à 1500, c'est différent. Et en fait, selon la droite ou la gauche, évidemment, on ne veut pas mettre le curseur au même endroit. Et je parle plutôt de l'extrême gauche, d'ailleurs, qui veut mettre le curseur beaucoup plus haut. Le Parti socialiste est assez radicalement contre l'idée même du revenu universel. Et à droite, on pense plutôt à 800 000 € par mois. C'est à peu près ce qui en ressort. Et vous avez cette pensée-là qu'il faut aujourd'hui aussi discuter du curseur, si on en discute de l'idée. Le curseur, si on prend l'idée est ressortie dans un dernier rapport du Conseil national du numérique, et eux, ils mettaient 800 €. Ouais. 800 à 1000 €. 800 à 1000 €. 1000 $, chez les Américains, il y a des projets de... Et, on dit c'est 1000 $, oui, c'est ça. Il y a un projet mais ce qui est intéressant quand même à voir, c'est que c'est peut-être, pour la première fois, l'idée, pour des raisons différentes, qui arrive à faire une certaine, on va dire, un arc assez intéressant de l'extrême droite, à l'extrême gauche, pardon, à la droite. Autrement dit, des libéraux, pour faire simple, plutôt, on va dire. Donc, des gens qui disent d'un côté, bah, tiens, ça donne un revenu de subsistance, humaniste, etc. Et de l'autre côté, des gens qui disent, bah, tiens, très bien, ça donne de l'argent pour faire marcher la machine économique version capitaliste. Chacun voit midi à sa porte, bien entendu, mais c'est assez intéressant de se dire que pour la première fois, il y a une idée qui fait un spectre complet. Un spectre assez large, pour des raisons différentes, mais qui, quelque part, réunit tout le monde autour d'une même table. Surprenant, quand même. Ça, c'est ce qui m'a surpris et qui m'a interloqué quand j'ai vu ça. Et puis le deuxième truc, c'est effectivement que le Parti socialiste soit contre. Ça, c'est assez amusant aussi. Alors j'ai eu une petite phrase de notre ministre Michel Sapin, ministre des Finances, qui a trouvé que c'était un truc pour les oisifs. Voilà. Alors, oisif. Il a absolument tout compris à ce qui se passe dans cette discussion-là, c'est pour les oisifs. Alors c'est clair qu'après... On ne dit pas oisif, on dit oisif. Je sais pas, oiseaux, on dit les oiseaux, donc les oisifs aussi. Ce que j'aime dans cette idée, pour rejoindre ce que disait Clotilde, c'est qu'elle peut donner un électrochoc. Qui peut faire bouger beaucoup de lignes. Parce qu'aujourd'hui, finalement, oui, il y a un enlisement, et puis entendre des politiques, très clair, il faut arrêter de se la raconter, des politiques qui, pour des raisons purement électorales, encore disent, oui, on va arriver au plein emploi, et le CDI est le modèle d'avenir. Je le souhaite pour ma fille, hein, mais je crains que... Même pas pour ma fille. Non, je le souhaite au sens... Non, mais je le souhaite. Je veux dire, j'ai fait différentes choses, donc je le souhaite au sens... Je souhaite qu'elle ait le choix. Oui. Mais je pense que ça risque de devenir très compliqué aussi dans les années à venir. Donc, elle est peut-être un peu jeune, et je pense que quand elle aura l'âge de travailler, le mot même de CDI sera quelque chose qui sera... On est d'accord. Il y aura deux choses qui vont changer. Ça et le fait qu'on conduise des bagnoles, on se dira, mais comment vous avez pu conduire des voitures? Donc voilà. Donc très clairement, il y aura deux choses qui vont changer. Il y aura peut-être plus que ça qui va changer. Déjà, qu'on peut voir de notre fenêtre d'aujourd'hui. Donc très clairement, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté électrochoc qui peut faire bouger des lignes, mais qui pose des questions de fond. Parce qu'il faut décalaminer un paquet de trucs du style, voilà, il faut enlever 30 ans de strates de différentes aides sociales qui ont été saupoudrées, etc. Là où je serais inquiet, c'est pour revenir vers ce que tu disais, Laurent, c'est la vision un peu du style du pain et des jeux. On a 80% de chômeurs, on leur donne de quoi survivre, ils sont perfusés en regardant la télé ou ce qui sera la télé demain, le web, et sa version numérisée. Et puis on sera bien content, et puis on arrive à une vision... Ça, c'est pas faire confiance à l'humain. L'humain, il a envie de travailler. Ce que je veux dire, c'est que tu as envie de faire quelque chose de ta vie. Donc ça... Je crois que le digital aussi, on oublie un peu que le digital a une influence sur les 10 dernières années. On a une espèce... qu'on vit tous d'ailleurs dans nos activités, d'illusion de travail que vivent les jeunes générations, à se dire on est connecté toute la journée, dès qu'on se lève, sur nos interfaces, nos mails, nos réseaux sociaux, et on a une impression de travail dans une journée parce qu'on fait des choses. Prenez exemple, pourquoi ce sujet rapidement, c'est parce que le chômage concerne toutes les familles, et c'est devenu un phénomène de société. Et dans les sociétés, aujourd'hui, on est devant son écran, tout le temps connecté, et on a une impression de travail, parce qu'on est en fait en échange permanent. Mais c'est juste une impression. Alors moi, j'ai l'impression qu'on est en retard, et ce n'est pas une impression, parce que j'ai le regard fixé sur l'horloge depuis tout à l'heure. Il nous reste très peu de temps pour un +1, -1, coup de cœur, coup de gueule. Deux d'entre vous peuvent se dévouer. Alors, si tu veux, j'ai un +1 qui sort un peu de l'ordinaire pour des lacets que j'ai achetés sur Indiegogo, donc une plateforme de crowdfunding. Et j'ai acheté tellement de trucs.
que j'utilise jamais. C'est le seul truc que j'utilise tous les jours. Je les ai au pied d'ailleurs. Mais c'est super intéressant. Qui sont bah, t'en fais des voir, lacets on voit pas. élastiques qui me permettent de plus avoir besoin de lacer mes chaussures. C'est le truc intelligent. C'est pas de la technologie au sens propre, enfin au sens informatique, mais D'accord. c'est de la technologie. Et Et c'est des gens qui s'emmerdent toute la journée à faire de l'intelligence artificielle et vous nous parlez ici de lacets Et le élastiques, seul en fait. truc que j'utilise Hein tous les jours parmi les dizaines que j'ai achetés sur les sites de crowdfunding, c'est des lacets. Ça méritait un plus. Allez, un petit plus un ou moins un pour Clotilde. Bah, nous, on a beaucoup parlé d'Uber. Donc, moi, il y a un sujet qui monte et qui m'intéresse, c'est l'uberisation des RH. Tout ce qui tourne autour de comment les RH qui n'ont pas su gérer la gestion des talents dans les entreprises vont-ils s'en sortir. Ça va avec tous salariés, tous entrepreneurs, etc. Donc, il va y avoir une sorte de tsunami sur cette fonction. Et du coup, l'illustration parfaite, c'est Uber qui a recruté ses futurs développeurs dans ces taxis en disant « Codez, vous avez 10 minutes pour coder et je vous recrute en direct dans mon propre taxi VTC ». C'était génial, je trouve. C'est une bonne façon de boucler la boucle. On a fini pour aujourd'hui. Vous gardez vos idées pour la prochaine fois. Vous nous les ressortirez. Elles seront un petit peu froides, mais tant pis. Cette émission, moi je disais non. Puisque c'est comme ça, La censure a arrêté totale jusqu'au bout. Merci Clotilde, merci Jérémy, merci à Damien et à Laurent. C'était le grand débat du web. Vous pouvez partager évidemment tout ça tout au long de la semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous.